Des recommandations françaises qui ont été récemment actualisées et publiées, et je vous rassure, je vais faire un focus sur les points d'intérêt pour les chirurgiens, mais d'un intérêt. Donc les cancers des voies biliaires, c'est des cancers qui sont peu fréquents, avec une incidence de l'ordre de 1,4 à 2 pour 100 000 habitants. À titre de grandeur, c'est 30 pour 100 000 habitants pour le cancer colorectal. C'est un cancer qui est de mauvais pronostic, avec une survie globale qui est de seulement 25% à 1 an et 7% à 5 ans, tous stades confondus, en France. C'est un groupe de pathologies qui est hétérogène, avec les cholangiocarcinomes intrahépatique, avec comme principal facteur de risque les hépatopathies chroniques, et comme présentation clinique finalement une forme aspécifique, c'est une masse dans le foie, souvent asymptomatique. On a les cholangiocarcinomes extrahépatiques qu'on préfère scinder en périhilaire pour ceux qui vont être de la première division des canaux hépatiques droit et gauche jusqu'à l'abouchement du cystique. Et puis les cholangiocarcinomes distaux qui sont en deçà de l'abouchement du cystique jusqu'à l'ampoule de Vater. Là, la forme clinique, c'est principalement un ictère cholestatique et les facteurs de risque sont les inflammations biliaires chroniques, même si souvent il n'y a pas de facteur de risque identifié. Et enfin, on a les carcinomes vésiculaires de particulièrement mauvais pronostic qui sont principalement sur des tableaux de lithiase biliaire et qui vont être de découverte soit fortuite sur la pièce de polycystectomie, soit à un stade avancé sur des douleurs ou un ictère par envahissement du biliaire. L'incidence de ces maladies, elle est globalement stable, mais si on regarde les intrahépatiques, on voit qu'il y a une incidence en hausse dans le monde et en France. Ça, c'est principalement lié à l'augmentation des hépatopathies chroniques avec le diabète, le surpoids, le régime occidental, et aussi une meilleure classification des tumeurs primitives hépatiques, puisque l'ensemble des recommandations, et notamment celle du CHC, recommande maintenant de faire des biopsies systématiques en foie tumoral et non tumoral, même si on est en contexte de cirrhose. Concernant le bilan initial, on doit faire un scanner thoraco-abdominopelvien. On n'a pas de forme spécifique de rehaussement, c'est un rehaussement progressif, autant artériel puis portal. Puis, si on est face à une forme non métastatique, on va faire une IRM hépatique avec des séquences de diffusion pour exclure des métastases occultes. Et si on est face à une tumeur périhilaire, on va faire une séquence de bili-IRM qui doit être faite avant toute procédure endobiliaire. Ça, c'est un point important à retenir. Ça doit être une urgence de négocier l'IRM avant de faire un cathé biliaire, puisque les prothèses vont ensuite gêner le staging tumoral et donc l'évaluation de la résécabilité du patient. Il n'y a pas de place à l'heure actuelle pour le PET scanner. Ça, c'est du cas par cas. La preuve histologique, il faut essayer de l'obtenir même avant une chirurgie, c'est une recommandation forte. Pour les formes intrahépatiques, c'est relativement simple, c'est par une ponction biopsie hépatique. Il faut faire en foie tumoral et non tumoral pour évaluation d'une éventuelle hépatopathie sous-jacente. Juste un petit point, la cirrhose, c'est 12-15% des cas. C'est pas comme dans le CHC, où c'est 90% des cas. Donc on n'est quand même pas exactement sur la même population. Et pour les formes extrahépatiques, là, c'est un peu plus difficile d'obtenir une preuve parce qu'on a du matériel assez exigu. Et donc, c'est par voie endobiliaire principalement, s'il y a une indication de drainage. Sinon, on ne fait pas ça à visée uniquement diagnostique. Il faut faire au moins 2 tentatives, dont une avec du spyglass, c'est la cholangioscopie directe. Pour la deuxième, si ça a été un échec dans un premier lieu, il faut l'adresser en centre expert, faire une relecture aussi des lames en centre expert pour essayer quand même d'avoir une preuve. Et il est intéressant aussi d'ajouter l'écho-endoscopie. On vient de montrer, ça date de la semaine dernière, dans la cohorte française sur 500 patients, qu'il y a effectivement une augmentation nette de la sensibilité diagnostique lors de la première procédure lorsqu'on associe l'écho-endoscopie à la CPRE. Si malgré tout ça, on n'arrive pas à obtenir la preuve, alors un caractère suspect peut suffire à continuer la prise en charge thérapeutique. Le cas échéant, il faut valider de manière multidisciplinaire sur la base de faisceaux d'arguments cliniques radiologiques. Concernant le drainage, il doit être réalisé dans l'idéal par voie rétrograde endoscopique. On a une étude quand même randomisée versus percutanée publiée en 2018 dans une série néerlandaise qui a montré une nette augmentation de la mortalité post-opératoire dans les 90 jours chez les patients, qu'ils soient réséqués ou non. On passe de 14 à 40% tout de même. On l'envisage face à toute hyperbilirubinémie supérieure à 50 micromol par litre, mais vous savez que c'est long d'organiser une hépatectomie majeure, donc finalement tout ictère, toute dilatation des voies biliaires, il faut quand même se poser la question du drainage. Il faut bien sûr le faire en cas d'angiocolite, et puis il faut optimiser le drainage du futur foie restant en cas d'hépatectomie majeure. Alors juste un mot quand même sur ce qui n'est pas chirurgical. Donc à l'heure actuelle, on a beaucoup d'altérations qu'on dit actionnables, c'est-à-dire qu'elles sont accessibles à des thérapies ciblées dans le cholangiocarcinome avec les réarrangements FGFR2 qui sont des très forts drivers oncogéniques, mais également les mutations IDH1.
et les amplifications HER2, ça c'est le paysage moléculaire qui est assez riche de cette maladie, et notamment dans les formes intra-hépatiques. Et donc dès le départ, on doit faire un screening moléculaire avec de l'immunohistochimie, certes, mais aussi surtout un séquençage au débit de l'ADN et de l'ARN pour essayer de détecter ces anomalies moléculaires et pour pouvoir accéder à la médecine personnalisée dès la deuxième ligne. Et le cas échéant, il y a simplement le FOLFOX avec des résultats assez médiocres. Donc l'INCa recommande depuis 2 ans de faire le screening moléculaire dès le diagnostic de cholangiocarcinome. On a même des études en cours de première ligne et il y a des études à venir en situation adjuvante qui se basent sur le screening moléculaire. Concernant la prise en charge, ça c'est l'algorithme des recommandations françaises, mais si finalement on va simplifier en situation avancée, on va proposer une première ligne par cisplatine gemcitabine, une bichimiothérapie, c'est la même depuis 2010, et puis depuis 2021, on y ajoute un anti-PD1 ou PDL1, soit le durvalumab, étude Topaz 1, soit le pembrolizumab. On prépare la suite d'emblée avec le screening et puis on adapte selon les résultats. Dans les formes résécables, le standard, c'est la chirurgie première, dont la technique va dépendre bien sûr du site anatomique. Et puis on va prévenir la récidive par la capecitabine adjuvante, donc c'est le métabolite oral du 5-fluorouracile, qui se base sur une étude de phase 3 britannique BILCAP, qui était quand même négative pour son critère de jugement principal et qui apporte un intérêt très modeste dans cette situation. Donc c'est un standard faible. On est dans une situation avec un haut risque de récidive. Concernant la transplantation hépatique, juste un mot, il n'y a pas de place à l'heure actuelle en situation résécable. Les résultats sont quand même assez décevants dans les formes intrahépatiques dès qu'on dépasse 2 cm, donc c'est la plupart des patients. Et dans les formes résécables, il y a les résultats récemment négatifs de l'étude Transfil qui est en cours d'écriture. Donc finalement, la seule place à l'heure actuelle, c'est le protocole de la Mayo Clinic, c'est dans les tumeurs périhilaires, chez qui on va faire une chimiothérapie d'induction, qui vont être contrôlés, on va ensuite faire une radiochimiothérapie, et seulement chez ceux qui n'ont pas progressé entre-temps, on va leur proposer une transplantation hépatique avec des résultats intéressants de l'ordre de 70% de survie globale à 5 ans. Finalement, les grands principes de la prise en charge, déjà, on va éliminer les mauvaises indications, donc à travers des contre-indications formelles, donc une maladie métastatique, une extension ganglionnaire à distance, un envahissement vasculaire bilatéral, notamment dans les formes périhilaires, une hépatopathie sous-jacente importante avec une cirrhose ou une hypertension portale qui vont augmenter considérablement la mortalité, et puis toute comorbidité majeure. Ensuite, alors ça c'est un point de vue d'oncologue, mais je pense qu'il y a un certain nombre de chirurgiens qui vont partager cette vision parce que c'est vraiment une prise en charge multidisciplinaire. Est-ce que c'est techniquement faisable? Ça, c'est plutôt votre job. Donc, on va faire des imageries en centre expert, on va essayer d'étudier le niveau d'extension, le risque d'être R1 lors de la résection, faire une volumétrie hépatique pour voir si le foie restant est compatible avec la vie du patient. Et puis, il y a l'évaluation globale, où là, on intervient aussi. Est-ce qu'il y a une hépatopathie chronique sous-jacente, une hypertension portale? Est-ce que ce patient, il est opérable au-delà d'être résécable? Puis, donc, voilà. Et l'autre question, c'est est-ce que c'est bénéfique sur le plan carcinologique? Donc, quels sont les résultats en termes de survie, de risque de récidive et de morbimortalité, encore une fois, parce que ça va conditionner l'accès à la suite à une éventuelle thérapie adjuvante et donc à un schéma de traitement complet. L'autre question subsidiaire, c'est, vous allez me dire, vous êtes bien gentil, mais est-ce que vous avez d'autres alternatives à nous proposer? Parce que le standard, ça reste la chirurgie d'emblée, et donc qu'est-ce qu'on propose à nos patients? Est-ce qu'on leur fait pas perdre des chances pour accéder à la chirurgie en faisant des traitements qui peuvent diminuer leur fonction hépatique, avoir un mauvais contrôle et faire une progression tumorale avant la chirurgie? Donc ça, c'est un peu ce qu'on va discuter. Si on prend l'exemple des formes intrahépatiques, donc dans 12 à 40% des cas seulement on peut les réséquer, il y a une récidive dans 50 à 70% des cas malgré la résection, avec une survie globale malgré la résection encore une fois de seulement 23% à 5 ans. Donc c'est assez inquiétant. Ce sont des tumeurs fibreuses et infiltrantes avec un taux de R1 de l'ordre de 1 tiers des patients et une obtention de la chirurgie R0 au prix d'une morbimortalité élevée. Et ce sont des tumeurs très lymphophiles, donc avec une extension au diagnostic ganglionnaire dans plus d'un tiers des cas. Et finalement, quand on regarde dans le registre européen qui comporte 540 patients réséqués, selon qu'on soit R1 et ou N1, voire les deux, on a une chute drastique de la survie globale. Il y a un autre modèle de prédiction pré- et post-opératoire qui avait été fait par Alexandre Mousseau de Besançon lors de son passage au MSK et qui a été validé dans une cohorte externe de la CHPT, qui avait montré d'autres facteurs pronostiques importants, tels que l'envahissement ganglionnaire, encore une fois, où on passait de 48 mois à seulement 9 mois de survie sans maladie, et puis la présence d'une masse de plus de 6 cm et ou d'une invasion macrovasculaire étaient également des critères de risque intermédiaires qui faisaient chuter la survie médiane à 10
18 mois. Et finalement, face à ces résultats-là, on peut se poser la question de la futilité d'une approche chirurgicale première dès le risque intermédiaire, et donc se poser la question, une nouvelle fois, de la place d'un traitement systémique préopératoire. Et quand on essaye de faire un peu la synthèse de l'ensemble des recommandations, si on devait définir les patients chez qui il faut peut-être discuter de faire un traitement avant de les opérer, ce sont pour les formes intrarésicables, parce que c'est moins bien défini encore, même si c'est déjà pas très consensuel pour ces formes-là, ça l'est encore moins pour les formes extra-hépatiques. Mais donc c'est toute tumeur avec un envahissement ganglionnaire sur le scanner, une masse qui fait au moins 5 cm ou des masses multifocales, un risque d'être R1 lors de la résection, une invasion macrovasculaire et des marqueurs tumoraux élevés. Et donc dès la présence d'un critère, il faut évoquer un traitement préopératoire, même si encore une fois la chirurgie reste standard. Dès la présence de 2 critères, les recommandations suggèrent même de ne plus recommander la chirurgie, et donc il y a vraiment une place pour discuter un traitement préopératoire dont l'objectif va être d'augmenter le taux de résection R0, de sélectionner les bons candidats, parce qu'on a tous eu des patients qu'on a opérés, puis moi j'opère pas, mais dans les semaines qui suivent, malheureusement, il y a une explosion loco-régionale ou métastatique, et nous on les voit pour de l'adjuvant, et on leur fait en fait une première ligne métastatique. Donc voilà, ces patients-là qui sont en fait évolutifs, il faut un peu les observer quelques mois sous chimio. Et puis il y a une augmentation de la survie sans récidive en traitant d'éventuelles cellules qui se baladent à distance, qui vont faire des métastases, et puis en imprégnant un peu plus de patients d'un traitement systémique, parce que seulement la moitié vont être suffisamment fit en post-opératoire pour avoir accès à un traitement adjuvant. Donc qu'est-ce qu'on a comme données et quelles options? Quand on regarde finalement dans la littérature, il n'y a aucun standard, on a seulement les données en situation localement avancée, donc vraiment non résécables et métastatiques, avec le 6e durvalumab qu'on a évoqué, mais le taux de réponse est assez décevant, de seulement 27%. Il y a une étude récente qui a été communiquée à l'ASCO, mais qui est pareil, pas de mauvaise qualité parce que c'est un gros travail, mais disons qu'ils ont eu une lenteur des inclusions, et sur les 300 patients qu'ils devaient inclure, ils en ont inclus que 62, et du fait de cette lenteur, ils ont eu le nombre d'événements suffisant pour faire des analyses en survie. Ils ont comparé du cisplatin gemcitabine périopératoire versus chirurgie d'emblée, avec une augmentation du taux de résection curative, de la survie globale et sans récidive, mais encore une fois, un défaut de puissance, un nombre surprenant de complications post-opératoires dans le bras chirurgie d'emblée, et très peu de patients qui ont obtenu de l'adjuvant dans le bras chirurgie d'emblée. Donc c'est forcément des études en ouvert. Donc est-ce que les patients ont été logés à la même enseigne? Ça c'est une question. Donc finalement, il y a toujours une place pour essayer d'optimiser, mais c'est un peu une preuve de concept quand même que ça peut être intéressant d'envisager du néoadjuvant. Et si on se positionne sur l'arsenal thérapeutique déjà disponible, quand on regarde en situation localement avancée et qu'on essaye de positionner ces résécables, parce que techniquement vous pouvez les réséquer, mais on sait qu'ils ont un très haut risque de récidive, donc c'est pas vraiment une contrainte technique, c'est plus vraiment d'essayer de prévenir la récidive. Alors on va se positionner finalement entre les localisés et les localement avancés. Et dans les localement avancés, on a accès à la radiothérapie interne sélective, donc l'injection de vitriol 90 dans l'artère hépatique pour aller traiter par radiothérapie interne une tumeur. Donc c'est ce qu'on appelle aussi la radioembolisation ou CIRT. Et donc on a accès à cette technique en France depuis 2018 suite aux données de l'étude MySpec, qui était une étude monobras, dans les situations donc intrahépatiques, sans extension extrahépatique, chez les patients OMS 01 qui sont éligibles à un traitement systémique. On peut y associer la CIRT en parallèle. Et donc on a étudié, c'est un travail d'un de mes internes, dans la cohorte française, toujours prodige Akabi, l'efficacité de l'association de la CIRT plus la chimiothérapie versus la chimiothérapie seule, avec une sélection drastique des patients contrôle qui devaient ne pas être métastatiques, être OMS 01, avoir un envahissement qui n'était pas bilobère, pas supérieur à 50%, etc. Donc vraiment des théories de candidats à la CIRT. Et donc on a montré une augmentation importante de la survie sans récidive, enfin sans maladie, pardon, qui passe de 5,5 à 10,8 mois, et une augmentation aussi importante de la survie globale. Donc on a une amélioration en survie, mais on avait aussi une amélioration en taux de réponse et en taux de résection secondaire, c'est là que ça nous intéresse, qui était doublé. Et finalement, on peut se poser la question de cette technique pour le contrôle de la maladie d'une part, mais également pour augmenter les chances d'amener le patient à la résection. Et c'est d'ailleurs étudié dans 2 études, l'étude de phase 2 Sirocco, où c'est chez les résécables versus chirurgie d'emblée, et puis l'étude RIS-TH coordonnée par Beaujon qui va démarrer, CIRT, chimio, puis éventuelle transplantation hépatique. Alors il faut toujours finalement évoquer la CIRT face à une grosse masse intrahépatique, se rapprocher d'un centre qui fait de la CIRT. Ça ne va pas forcément gêner, voire au contraire l'accès à la chirurgie, donc ça peut être une option très intéressante. Sa principale limite, c'est que c'est complexe à organiser et qu'il y a peu de centres qui le font en France, et c'est pour ça qu'on recherche aussi d'autres manières d'optimiser la prise en charge de ces patients, et notamment à travers de la chimio-immunothérapie opératoire. Et donc là, on propose l'étude qui va démarrer d'ici la fin de l'année
Perica dans les formes résécables à haut risque, où on a l'accès à une nouvelle immunothérapie anti-PD1 et anti-TIGIT. Ce sont deux voies d'inhibition des lymphocytes qui infiltrent la tumeur, associées au cisgène, 3 mois de traitement, chirurgie, 3 mois de traitement, puis maintenance pendant 12 mois, avec un objectif principal en survie sans progression. Donc il y a un certain nombre de centres en France qui vont y participer. Je vous invite à vous rapprocher de ce type de centre pour inclure des patients. Voilà, donc finalement, en conclusion, dans les cancers des voies biliaires, le bilan initial va comporter un scan TAP et une IRM en situation non métastatique, hépatique avec diffusion pour exclure des métastases hépatiques, un staging des lésions périhilaires avant toute procédure endobiliaire par BILI-IRM. Il faut essayer d'obtenir une preuve histologique avec au moins 2 tentatives. Si c'est toujours négatif, il faut le valider en comité multidisciplinaire. Le drainage doit être envisagé face à tout ictère. Le screening moléculaire doit être réalisé dès le départ pour préparer la suite, puisque les patients vont malheureusement rapidement devoir avoir une deuxième ligne. Et dans les formes résécables à haut risque, il faut évoquer la possibilité d'un traitement préopératoire avec des critères tels que la taille, le caractère multifocal, l'invasion macrovasculaire, l'envahissement ganglionnaire, des marges de résection inférieures à 10 mm qui préjugent d'un risque R1 élevé et un marqueur élevé. Et les options sont le standard en situation avancée qu'on peut essayer de négocier avec l'immunothérapie, et puis la CIRT qui peut permettre d'intensifier ce traitement de première ligne et de penser à inclure dans des essais. Je vous remercie pour votre attention, je remercie tous les membres qui ont participé à cette présentation.